un plaisir de venir au Reaxo. Vous avez une super équipe. Vous nous faites kiffer quand même. Hier soir, je me suis régalé. Ça a été un peu dur cette nuit. Ça va, tu m'as entendu ronfler ou pas? Ah, ça, parce qu'ils nous ont mis dans la chambre à côté. C'est dur de finir là-dessus. Euh, alors, je vais vous le faire de manière pas trop tragique. Je pourrais le jouer dans le rôle tragique. Euh, la question, c'est le lien entre la fatigue et les catastrophes. Et donc, bon, vous me connaissez probablement sur la loco régionale. Peut-être l'année prochaine, on fera un live démo, pourquoi pas. Ça pourrait être amusant, si on arrive à choper Mathias. Ça pourrait être marrant. Et parce que j'ai envie de m'auto-inviter l'année prochaine, tellement c'est bien, quoi. Et la fatigue, donc ça a déjà été présenté, mais le côté médico-juridique qui pique. Donc ça pique. Et je vais vous donner des exemples, et j'espère que ça vous fera pas faire des cauchemars cette nuit. Mais heureusement, vous verrez, il y a un équilibre entre les situations qui ont été des catastrophes et celles qui se sont bien arrangées. On va à Chicago. À Chicago, ils ont mis en place un système pour essayer d'améliorer la qualité de vie des infirmiers anesthésistes, enfin, l'équivalent aux États-Unis, et des anesthésistes. Et en France, vous ne l'avez pas montré, l'orateur précédent, mais il y a eu cette très belle enquête, 1500 personnes avec tous les types, et on ne fait pas les 35 heures. En général, les anesthésistes ne font pas les 35 heures. Et on retrouve, comme en Europe, des gens qui se disent très fatigués, qui ont envie de changer de métier. Avec les variables, dans les variables, j'ai adoré les divorcés qui s'entendent pas bien avec les chirurgiens. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Quand il y a des conflits au travail, quand on se repose pas assez. Donc la fatigue, ça existe. Est-ce que la fatigue entraîne des problèmes médico-juridiques? Je vais vous montrer, c'est presque les mêmes diapos que l'an dernier, mais je vais vous les présenter différemment. En fait, les chiffres des assureurs. On a la chance en France, c'est que Branché, qui assure beaucoup d'anesthésistes, et la MACSF mettent sur Internet leurs données. Et donc, on sait qu'en moyenne, pendant toute sa carrière, un anesthésiste a 2 fois moins de réclamations, on parle de réclamations en général, 2 fois moins de réclamations qu'un chirurgien. Ceux qui en ont le plus, c'est les chirurgiens du rachis qui ont le maximum de réclamations. Et les anesthésistes en ont beaucoup moins, mais quelqu'un qui travaille beaucoup peut avoir statistiquement, alors on sait surtout en libéral, parce que vous savez que en public, on est salarié, et donc les plaintes, elles sont gérées par l'hôpital, et donc on n'est pas directement mis en cause. Donc souvent les chiffres, c'est ceux du libéral. C'est pas que les libéraux travaillent mieux ou moins bien, ou qu'ils ont plus ou moins de plaintes, c'est qu'elles sont pas traitées de la même manière. Vraiment, il faut que ça soit clair là-dessus. On est aussi bon, on fait le même travail en France. Qui est mis en cause? Alors là, c'est les datas de Branché, mais j'ai exactement les mêmes. Ça fait 25 ans que j'accompagne les anesthésistes essentiellement de la MACSF, et actuellement, je fais des CCI euh, assez régulièrement. Et donc, c'est les anesthésistes en fin de carrière, essentiellement, et on retrouve comme facteur, on a des gens qui sont mis en cause à la retraite. J'ai déjà accompagné un anesthésiste décédé, parce que la plainte, c'est des années après, et donc il n'était pas présent à l'expertise, évidemment, qu'on a dû expliquer aux experts, qui étaient fort mécontents. On retrouve les problèmes de communication qui sont source d'événements indésirables. J'avais dit que ça rendrait ça un peu gai, mais pas tout, mais on va essayer quand même. Et dans les facteurs qui sont associés aux mises en cause, on retrouve donc les problèmes de communication, et je vais vous montrer des exemples. Dans 2 minutes, on attaque les exemples. Et puis, les problèmes de personnel qu'on a déjà soulignés dans le topo précédent. Quelles sont les mises en cause? Et cool, 95% des plaintes, pour parler un peu provocateur, c'est des gens qui veulent que leur dommage corporel, que le dommage, qui est parfois réel ou pas, soit indemnisé financièrement.
Hein, donc ils font appel à la CCI parce que ça coûte pas cher. Ils vont voir leur assureur, c'est en amiable. On a un dommage, généralement, on va pas directement à la plainte et l'assureur va demander à un expert de se positionner éventuellement. Après, il contacte la compagnie d'assurance de l'anesthésiste et on peut, ou du chirurgien, enfin du spécialiste, du médecin, et il transige à l'amiable. Alors, par exemple, pour les bris dentaires, la MACF transige jamais. Et donc, vous allez voir la conséquence dans les diapositives suivantes. Et puis, il y a les familles ou les patients, quand ils ont survécu, qui veulent en fait se venger. Ils veulent qu'on soit puni. Et dans ce cas-là, au lieu de recevoir une lettre d'huissier avec une mise en cause au TGI ou au CCI ou avec dans les deux autres causes en dehors de l'amiable, là, vous êtes appelé à la police et vous faites une déposition. Hein, donc vous recevez un coup de fil. Est-ce que vous pouvez venir déposer demain ils viennent vous chercher dans les situations les plus compliquées sur votre lieu de travail? C'est violent, hein, c'est hyper violent. Euh, Moi, je l'ai eu dans le cadre de mon divorce. Quand on est devant un policier pour coups et blessures, c'est violent. Et on n'est pas préparé, personne n'est préparé à ça. Mais ça représente en fait rien du tout. C'est 5% de toutes les 1000 plaintes en 7 ans pour la MACSF. Donc le pénal, le coup et blessure, le décès, blessure involontaire, c'est très très peu. Et si vous regardez le chiffre rouge que je vous ai mis, en fait il est vert, c'est que pour ceux qui sont les dossiers clos de la MACSF, il n'y en a qu'un où l'anesthésiste a été reconnu responsable. Dans la plupart des cas, l'issue est favorable. Donc, vous voyez que faut être positif. On est très rarement mis en cause pour une raison pénale, et quand on est mis en cause, ça se finit toujours bien. C'est bon? Bon, on va attaquer maintenant les choses. Qu'est-ce qui pose problème? C'est pas les bris dentaires. Les bris dentaires, il y en a plein, c'est les 58 qu'il y a là. C'est pas l'infection. Évidemment, l'infection, va y avoir une indemnisation, c'est une infection nosocomiale, on va aller en expertise, ça va durer 4 heures, on va reprendre tout le dossier. Et ça, c'est du financier. Hein. En revanche, les choses qui piquent un peu et où on est mal à l'aise quand on est mis en cause, c'est les problèmes, les retards de prise en charge et les erreurs. Euh, les bris dentaires, ça se finit avec on doit rendre l'état antérieur, l'antibioprophylaxie, c'est partagé avec le chirurgien. Voilà. Donc, vous mémorisez qu'il y a très très peu de catastrophes. Je vais faire des focus sur des dossiers réels. Ils sont tous réels, ils sont modifiés pour ne pas, pour qu'on puisse diffuser, si vous voulez, les diapositives. Ils sont modifiés, mais on a les retards de prise en charge et les complications hémorragiques. Et maintenant, on va y aller. Le premier cas que j'avais montré l'année dernière, mais je vais vous le montrer différemment. Un patient qui est opéré du rachis, ça dure plusieurs heures, c'est en fin de journée. Le patient va faire un choc hémorragique en salle de réveil. Dieu merci, l'anesthésiste qui prend la garde, il fait beaucoup de réanimation, c'est un remplaçant, mais il va se déchirer, il va remplir le patient à mort. Le patient passe en réanimation, il va faire un syndrome coronarien aigu, une insuffisance rénale aiguë, il va être dialysé, mais il va récupérer ad integrum de toute la partie choc hémorragique, mais il va rester paraplégique. Moi, quand j'ai regardé la feuille d'anesthésie, j'ai dit, il y a un problème. Il n'y a qu'une écriture sur la feuille. Pendant toute la prise en charge, l'IAD était seul en salle. Probablement que l'anesthésiste était dans une autre salle. C'est lui qui est mis en cause. L'IAD n'est pas mis en cause. Les IAD sont exceptionnellement mis en cause. Et puis, pour une chirurgie hémorragique, et on savait que ce chirurgien faisait saigner, que la chirurgie faisait saigner, la prise en charge était un peu light. Donc, si le patient est paraplégique, je me suis dit, ben, l'anesthésiste, là j'étais côté CCI, va prendre. Mais en fait, il y a plus, c'était un collège d'experts, le chirurgien dit oui, il fallait opérer le patient. Moi, je dis il y a des manquements anesthésistes, il y a un bas débit. Le bas débit a entraîné une atteinte rénale, une atteinte coronarienne, une atteinte cérébrale qui récupère complètement. Il ne récupère pas de sa paraplégie, mais en fait, l'ischémie médulaire à l'IRM de contrôle, elle est liée au geste chirurgical. Donc là, on a 100% pour la paraplégie qui est sur le dos, entre guillemets, hein, qui est payé par l'assurance du chirurgien. Un choc septique, là, c'est un patient qui est transféré, il reçoit que du Cyflox sur son choc septique après une chirurgie urologique. Il arrive en réanimation, c'est un vendredi,
et en fait, le remplaçant qui fait la nuit, en réanimation, avait fait la semaine, il était de garde la veille, il était de nouveau de garde là, mais en remplacement. Donc on arrive sur la fatigue, hein. Et donc en fait, à 2 heures du matin, quand le patient s'agite, il se lève pas. Et en fait, il s'aggrave, et il y a un arrêt cardiaque à 4 heures du matin. Et donc là, il y a les experts vont, c'est pas du pénal, hein, c'est du civil. Les experts vont ventiler. Donc c'est un patient fragile avec un terrain important. Donc il y a 60% qui est à l'état antérieur, c'est-à-dire que ça s'indemnise pas, hein. Et après, sur la somme qui est indemnisée, on va ventiler les différentes personnes qui n'ont pas été au top. Et alors les experts sont assez, ils disent pas l'anesthésiste s'est pas levé, hein. Il y a un retard à la prise en charge jusqu'à l'arrêt cardiaque. Je vous ai déjà dit l'année dernière, je pense qu'un arrêt cardiaque coûte moins cher qu'un état végétatif en expertise. Celle-là est très très belle. C'est un anesthésiste qui était proche de sa retraite et il a été extrêmement. Je l'ai accompagné en expertise. Et il m'a dit, moi j'étais au bout de ma vie. En fait, j'étais d'astreinte toute la semaine. C'était le samedi. Et quand l'infirmière d'unité m'a appelé, m'a réveillé, je venais de rentrer chez moi, je m'endormais. Elle m'a réveillé, elle m'a dit petite tension, tachycardie, remplissez la malade, vous me rappelez s'il se passe quelque chose. Le chirurgien n'a jamais été appelé. Toute l'après-midi, en fait, la tension était un peu basse, on commence à avoir les premiers signes. On n'est pas à J1, on n'est pas à J2, on est à J3. Donc jusqu'à ce qu'elle, la dame obèse décompense, il n'y avait aucun signe clinique. Et en fait, elle avait plusieurs litres de sang dans le ventre. Et il ne la récupère pas. Le temps que tout le monde arrive dans l'établissement, euh, on l'a réanimée, mais l'issue a été fatale. Et là, on n'a jamais appelé le chirurgien. L'infirmière n'a jamais appelé le chirurgien, et donc c'est euh, l'anesthésiste qui a été uniquement considéré responsable. Il était épuisé. Quelque chose qu'on met pas assez en avant, donc j'ai fait exprès à propos de ce cas du post-opératoire, hein, je vous ai montré plusieurs choses en post-opératoire. En 2023, la MACSF, elle avait fait mis ensemble toutes les complications multiples, et on voyait que, vous avez vu, c'est énorme, hein, on a 2 pages de complications du post-opératoire. Retard de diagnostic, retard de prise en charge chirurgicale, retard de transfert. Donc pour les experts, c'est une perte de chance, et on va indemniser sur la perte de chance. Je vous ai mis là 2024. Tous les ans, la MACSF envoie un mail aux sociétaires d'anesthésie. Et là, on a encore des patients, souvent c'est d'orthopédie. On les opère, on arrive bien à les prendre en charge. On a du mal sur ces patients polyfragiles, polymorbides, à les gérer en post-opératoire. Estomac plein, chirurgie banale, fibroscopie, coloscopie. Et là, c'est la manque de communication, le manque de temps d'aller voir les examens avant d'endormir le patient. Alors, on a une inhalation et les experts vont considérer que l'anesthésiste surmené, donc il y a la fatigue, mais il y a aussi le surmenage dont on parlait avant. Et donc, il y a un estomac plein. Et la prise en charge de cet estomac plein, parce que l'équipe anesthésiste-IAD, le couple, est sous pression, ne va pas prendre toutes les précautions avant de faire une induction séquence rapide. La première expertise que j'ai faite, le premier accompagnement, ce qui m'a fait, à côté de l'anesthésie loco-régionale, avoir cette passion pour accompagner mes collègues avec les compagnies d'assurance, hein. J'accompagne jamais les patients. Parfois, je conseille les patients pour ne pas qu'ils aillent jusqu'à la procédure. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'avais eu presque la même situation. Un anesthésiste qui est appelé dans la salle d'à côté, et puis, il est amené à rester dans la salle d'à côté. Et en fait, pour pas déranger le chirurgien, et on avait mis les alarmes au minimum, et il a oublié de mettre en route le respirateur. Et en fait, ils se sont rendus compte, quand le chirurgien s'est rendu compte que le sang était noir. Bon, cet anesthésiste qui était un ami après est maintenant à la retraite. Mais c'était une seconde victime. Et beaucoup de gens que j'ai accompagnés sur des catastrophes sont des secondes victimes. Et ça, l'accompagnement
je passe énormément de temps à accompagner les anesthésistes quand je reçois, alors pas en expertise, on ne peut pas le faire, mais quand je les accompagne au niveau des assurances, aider, essayer d'aider le collègue à, à moins souffrir. Euh, Ça, c'est aussi un dossier extrêmement intéressant. Ce jour-là, on faisait les CTA, c'est-à-dire qu'on avait changé de salle et on travaillait pas dans la même salle. Et la greffe arrive sur le début de la garde et on va voir, les anesthésistes d'après-midi vont voir l'anesthésiste de garde. Euh, on demande à l'anesthésiste de garde si elle veut ou il veut qu'on reste. Et donc, tout va bien, mais il y a quand même deux patients lourds dans les salles, et il va y avoir une succession d'infirmières anesthésistes au moment des relèves qui vont aller dans la salle. Le poster de la greffe rénale n'est pas dans la salle, il n'a pas été décroché et remis. Et en fait, plusieurs heures après, le patient ne se réveille pas, on finit par faire un dextro, et le dextro à 0,45 avec un patient qui aura des troubles neurocognitifs. Donc là, en fait, c'est pas de la fatigue, c'est le début de la garde, mais il y a une densité de travail extrêmement importante dans l'équipe. Celle-là est magnifique. C'est sur la communication au sein de l'équipe. Greffe difficile, le chirurgien urologue attend le chirurgien vasculaire et la réanimation arrive pour prendre en charge un polytraumatisé. Et donc il y a l'anesthésiste extrêmement compétent, qui est anesthésiste réanimateur et qui fait les deux, anesthésiste et réanimation, euh, s'occupe du polytraumatisé et fait des allers-retours dans la salle. Et au moment où le chirurgien demande de faire l'héparine, euh, l'anesthésiste est dans l'autre salle, à portée de voix. L'IAD est un peu jeune le chirurgien vasculaire demande des milligrammes kilos d'héparine. Et l'IAD lui fait, vous pouvez répéter, et d'un ton péremptoire, il dit, je parle toujours en milligrammes kilos. Et donc, on retrouve quelques heures après, parce qu'il y a un saignement un peu important, même très très important, on retrouve 2 ampoules d'héparine. Et donc, la dose, elle a regardé sur son téléphone, elle n'a pas osé déranger l'anesthésiste parce qu'elle était dans la salle avec un polytro et qu'elle le savait. Et donc, alors là, on a eu chaud, tout s'est bien passé, on a conservé le rein, il n'y a pas de séquelles. Mais bon, hein, ça a été violent. Je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme ébauche de conclusion de ces cas? Le premier, c'est que quand on en fait trop, ou quand on est trop fatigué, on risque de se casser la gueule. C'est un peu comme quand on a trop picolé. Hein. Hier, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de marche quand je rentrais à l'hôtel que quand je suis arrivé. La deuxième chose, c'est que Dieu merci, on est très très bon et que les catastrophes sont exceptionnelles, quasiment exceptionnelles, et quand elles arrivent, on arrive presque toutes à les rattraper. Je dis toujours aux jeunes, il faut savoir dire je ferai le patient dans les meilleurs délais au chirurgien. Quand ils vous mettent la pression parce qu'ils veulent rentrer chez eux, vous avez déjà 2 salles, qu'il y en a une troisième. Il faut savoir dire attendez, je vais le prendre dans les meilleurs délais et pas se laisser déborder. La petite voix intérieure sur les erreurs de médicaments, très souvent on se dit mais à ce moment-là, ma petite voix m'a parlé, je ne l'ai pas écouté. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est comme quand vous allez voter, pour ceux qui votent encore, écoutez votre petite voix intérieure. Encore que là, on ne va plus voter, je ne sais pas ce qui va se passer. Quand même fatigué, euh, il faut, il faut y aller. Même fatigué, il faut se lever, il faut aller voir le patient, ça évite le pénal. Hein. Même si après vous ne faites pas parfait, mais vous êtes déplacé. Et puis, si vous avez une complication chez un patient, il y a un contrat avec le chirurgien qui est étendu à l'anesthésie, mais la complication, 9 fois sur 10, elle est chirurgicale. Hein. Et donc, on prévient le chirurgien de sa complication. Vous avez vu, hein, tous ces cas-là, c'est impossible à prédire. Donc, nous, il faut qu'on essaye de prévoir l'imprévisible. Allez sur le site de l'ASFAR, si vous n'y êtes jamais allé. Chez nous, Valentine a fait des classeurs dans les salles avec les aides cognitives. Il y a la gestion de crise, il y a plein de choses. On peut se les mettre, on peut rajouter nos numéros de téléphone. Mettez-les sur votre téléphone, allez jeter un coup d'œil. Il y a l'accompagnement, il y a la seconde victime.
Ce qu'il faut pas faire, aller accuser le collègue ou regarder, le pointer du doigt, mais plutôt l'accompagner, le respecter. Chez nous, la porte du bureau de Xavier est toujours ouverte, quand il y a un problème et on accompagne tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est que la seconde victime fasse pas de bêtises et qu'on les accompagne et qu'on laisse aux gens, et à nos jeunes, et aux plus vieux, en cas de catastrophe, eh bien, il va y avoir ce moment terrible, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je vous remercie.